Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors, une question anonyme qui me dit « Peut-on être à la fois HPI et HPE, donc haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel? Est-ce vécu différemment pour les femmes que les hommes? Comment les HPI et HPE s'entendent entre eux? Comment ça se passe quand les étiquettes se combinent? Exemple, je suis Asperger, HPI avec TDAH et D10. Puis-je développer le HPE ?» Oula, beaucoup de questions d'une seule, mais des questions très intéressantes auxquelles je vais répondre. Donc, peut-on être à la fois HPI et HPE? J'y ai répondu plusieurs fois, mais je fais un rappel. À partir du moment où on est haut potentiel, on a un quotient émotionnel, une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus élevée que la normale, que ce soit HPI ou HPE. Donc, la normale se situe ici, le HPI se situe là, et le HPE se situe là. Donc le HPI est toujours au niveau du quotient émotionnel beaucoup plus haut. Et le HPE est beaucoup plus au-dessus du HPI. Mais les deux ont une intelligence émotionnelle. Donc est-ce qu'on peut être à la fois HPI et HPE? Eh bien c'est une question d'équilibre. Mais il y aura toujours un qui sera plus mis en avant que l'autre. Ou le côté plus laminaire, intellectuel, cognitif, ou le côté beaucoup plus émotionnel, profil complexe. Qui est en avant. Donc il y a toujours un petit peu des deux, mais il y en a un qui va s'exprimer plus ou moins fort par rapport à l'autre. Donc est-ce qu'on peut être à la fois les deux? Oui et non. On fait partie de ce panier d'haut potentiel et on peut s'exprimer plus intensément en tant qu'émotionnel ou en tant qu'intellectuel. Est-ce vécu différemment pour les femmes que les hommes? Oui, c'est vécu différemment pour les femmes que les hommes parce que les hommes s'interdisent beaucoup les émotions. C'est-à-dire que c'est pas bien un homme qui pleure, c'est pas bien un homme qui montre ses émotions de sensibilité, alors qu'une femme va avoir beaucoup plus de facilité à le faire, à exprimer leurs émotions. Et le haut potentiel a une énorme propension à avoir des émotions très intenses. Donc pour une femme, je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, il y a une liberté plus grande qui est laissée aux femmes par rapport aux hommes, où dès qu'ils sont petits, on les éduque en leur disant « Non, c'est pas bien de pleurer, ne pleure pas, t'es pas une fillette, montre pas tes émotions comme ça, etc. » tout ça. Alors que sinon, il faut laisser s'exprimer les émotions, mais les canaliser. Il ne faut pas dire non plus « Tu es triste, tu pleures, pleure tout le temps, vas-y, pleure. » Non, c'est « Vas-y, pleure un grand coup, maintenant, tu vois, c'est fini, tu as pleuré, c'est terminé. Tu as laissé tes émotions. » Et là, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes au niveau de la gestion émotionnelle. Comment les HPI, alors je ne peux pas plus m'étendre parce que sinon il passerait des heures. Comment les HPI et HPE s'entendent entre eux? Très bien, mais c'est compliqué. Très bien, pourquoi? Parce qu'effectivement on est sur la même longueur d'onde, la même fréquence, la même vitesse, avec les mêmes valeurs à la base. La problématique de l'entente... Alors pardon, je reprends ta question. Est-ce que les HPI et HPE s'entendent? Alors il n'y a pas vraiment de clan entre les HPI et les HPE. Ils s'entendent très bien. La seule différence, c'est que quand des hauts potentiels se retrouvent ensemble, il y a une sorte d'effet miroir qui est parfois et même souvent un effet miroir négatif. C'est-à-dire qu'on s'attend souvent, et je prends notamment le cas du Mensa par exemple, où on fait des réunions et on se retrouve entre hauts potentiels, et on s'attend à voir des gens hyper brillants qui vont nous donner une sorte de mentorat ou d'aide pour avancer, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'on se retrouve au milieu de
il faut se le dire, de plein de paumés comme nous, qui sont là juste comme nous. Et donc, il y a une sorte de miroir négatif de dire, mais en fait, qui a réussi vraiment dans sa vie, qui a vraiment quelque chose d'exceptionnel? Non, en fait, on a tous une vie plus ou moins banale, entre guillemets, et justement, les hauts potentiels entre eux s'entendent très bien, mais il y a un effet miroir négatif qui fait que les hauts potentiels se rendent compte qu'ils sont vraiment un petit peu exclus. Ce pourquoi on travaille à l'université des hauts potentiels, pour justement révéler le potentiel des hauts potentiels et pouvoir être vraiment épanoui avec ce potentiel et en faire une réussite selon la définition de chacun. Une réussite selon la définition de chacun. Je ne parle pas de réussite financière. On peut réussir en vivant dans une yourte dans la campagne. C'est la réussite selon une personne. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'avoir un yacht de 50 mètres. C'est comme ça. La suite de la question, comment ça se passe quand les étiquettes se combinent? Par exemple, je suis Asperger, HPI. Alors, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire que lorsqu'on est haut potentiel, il y a souvent des symptômes annexes qui vont se greffer à tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est haut potentiel, il y a peut-être un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Il y a peut-être aussi quelques troubles de l'autisme Asperger, des symptômes du Asperger, c'est-à-dire du autisme de haut niveau, ce qui se ressemble beaucoup. Il peut y avoir par exemple des dyslexies, dysorthographies, dyscalculie. Ça peut être lié tout ça et c'est compliqué parce que ça complexifie la détection de la douance parce que les symptômes Asperger sont quasiment identiques aux symptômes du haut potentiel à quelques éléments près. Ce qui fait que souvent, il y a des erreurs de diagnostic. On diagnostique des personnes Asperger alors qu'en fait, elles sont au potentiel. Et moi, ça me rend fou. J'ai encore eu une consultation cet après-midi d'une personne qui me dit, en fait, moi, on m'a détecté dans un cabinet de psychologie et en fait, je pense que on m'a dit que j'étais Asperger sûrement, peut-être. Je discute avec lui pendant une demi-heure et je dis, mais en fait, d'expérience, alors j'essaye d'éviter de faire des analyses sauvages en une demi-heure, mais d'expérience, il me semble pas que tu sois Asperger par rapport aux questions que je t'ai posées. Moi, j'ai l'habitude maintenant de poser certaines questions précises. Il me semble pas que ce soit Asperger, tu es plutôt au potentiel. Parce qu'Asperger, il a vraiment des handicaps très précis. Et les symptômes sont à 97% les mêmes avec ceux de haut potentiel. Donc attention aux erreurs de diagnostic. Les dysorthographies, dyslexie, tout ça, effectivement, c'est souvent quelque chose. On a un fort pourcentage de personnes qui sont 10 chez le haut potentiel. Parce que le cerveau, il fonctionne beaucoup plus vite. Dernière question que tu nous poses. Puis-je développer le HPE? Le haut potentiel ne se... Alors attention, je vais essayer de bien interpréter ta question. Puis-je développer le HPE? On n'attrape pas le HPE, déjà. On ne peut pas le développer à un moment de sa vie. On est avec, on meurt avec. On l'a. C'est comme la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. On est avec, on meurt avec. Le HP, on est avec, on meurt avec. Attention, ça ne veut pas dire que... Parce que j'ai encore une personne en consultation cet après-midi qui m'a dit, quand on m'a dit qu'en fait le haut potentiel c'était à vie, j'ai été atterré de me rendre compte que je serais anormal toute ma vie. Non, justement, il y a une manière de faire un reframing là-dessus et de voir ça de manière très positive, le haut potentiel. C'est justement toute la mission de l'université de haut potentiel. Donc, on ne peut pas développer à un moment de sa vie le haut potentiel. Il y a un deuxième sens à ta question. Puis-je développer le haut potentiel émotionnel? C'est-à-dire, est-ce que je peux m'entraîner à améliorer ce haut potentiel émotionnel? Là, la réponse est oui. Il faut même libérer la charge émotionnelle chez les hauts potentiels émotionnels. Il faut apprendre à canaliser ces émotions. Pourquoi les canaliser? Parce qu'en fait, elles sont très envahissantes, mais à partir du moment où on prend en compte qu'elles sont envahissantes, déjà on a des exercices de canalisation des émotions, mais surtout on va commencer à y faire beaucoup plus attention, à les écouter ces émotions, parce que ces émotions ont des choses à nous dire, et surtout elles nous apportent des réponses. L'intelligence émotionnelle, et c'est scientifiquement prouvé, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là sur la chaîne YouTube, l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus rapide que l'intelligence rationnelle. Donc en fait, quand on arrive des fois dans une situation en tant que haut potentiel émotionnel, on a une réponse immédiate, on ne sait pas pourquoi, et après on arrive à intellectualiser, trouver la réponse. Et bien, quand on n'est pas connecté à cette intelligence émotionnelle, on passe à côté d'une réponse rapide qui pourrait peut-être nous sauver la vie, ou nous éviter de faire un mauvais choix, ou au contraire prendre une bonne décision. Donc, quand on est au potentiel émotionnel, il faut canaliser
son intensité pour se calmer, et surtout écouter ses émotions et pas les mettre dans la cocotte minute et les fermer jusqu'à ce qu'il y ait un burn-out de cocotte minute d'émotions qui veut exploser. Il faut les laisser s'exprimer parce que nous sommes des êtres d'émotion. J'espère t'avoir répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.